la question de la législation européenne est effectivement une question centrale. Les seuls pouvoirs, entre guillemets, dont disposent les institutions européennes via le traité de Lisbonne, parce que nous sommes dans un cadre de droit, nous sommes dans une Europe de droit, et donc l'Europe, enfin, les institutions européennes ne peuvent pas aller au-delà du mandat qu'elles reçoivent, mettre en place des législations diverses. L'objectif, en tout cas en matière de coopération, en matière de justice pénale, justice civile et coopération policière, c'est bien de faire converger les législations vers des objectifs communs. Mais on ne peut pas se substituer à un certain nombre de lois nationales parce que l'Union européenne a des compétences limitées. Il y a toujours des zones où les compétences sont des compétences nationales, voire des compétences partagées. Donc il faut bien comprendre que nous sommes dans un édifice assez complexe qui est directement lié à l'histoire de l'Union européenne. Nous ne sommes pas partis d'une page blanche pour créer un État fédéral. Nous sommes partis d'États-nations qui auparavant se faisaient la guerre, et un certain nombre de personnes après 1945, dont Jean Monnet et M. Schuman se sont levés pour dire qu'il faut mettre un frein à tout cela et essayer d'avoir des coopérations qui soient des coopérations multiples. Donc voilà de quoi nous parlons et de quoi nous partons. Donc avoir des lois qui soient uniformes au sein de l'Union européenne, oui, sur le principe, mais dans les faits et dans le cadre juridique qui est le nôtre, c'est extrêmement complexe. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les règlements sont directement d'application, mais ils sont difficiles à négocier. La substance de ces règlements peut nous permettre, en tout cas en matière judiciaire, d'avancer vers une plus grande efficacité. Et à côté, il y a les directives. Les directives, elles doivent être transposées dans les droits nationaux. Alors, comment ça se passe concrètement? Une directive est prise, elle fixe un minimum standard qui doit être atteint par chacun des États membres. Et à partir de là, les législations nationales évoluent sur la base des directives. Et il y a ensuite des contrôles qui sont effectués au niveau de la Commission ou autre. Au sein de mon organisation, nous faisons des évaluations de la façon dont les États membres appliquent les différentes législations et de la façon dont ils mettent en place des outils opérationnels pour mieux contrer la criminalité. Nous avons fait un cycle sur la cybercriminalité qui nous a permis de faire un certain nombre de recommandations et nous sommes actuellement en train de faire un cycle sur la criminalité environnementale. Donc ça répond aussi en partie à une question. C'est-à-dire que c'est un système qui est un système fonctionnel. À partir d'une législation, nous demandons qui est la directive, nous demandons aux États-nations, et en tout cas aux différents États membres, de s'aligner sur un minimum de standards, et nous vérifions si, du point de vue législatif et du point de vue opérationnel, les choses sont bien comprises et ont été mises en œuvre. Et la Commission a des possibilités à travers devant la Cour de justice de l'Union européenne des pays qui ne se seraient pas alignés, qui ne se seraient pas mis en conformité avec ce qui a été décidé de commun accord. Donc il y a une sorte de contrat social entre les différents États membres qui nous permettent de faire avancer petit à petit ces législations, mais il reste encore, une fois de plus, ce sera la conclusion, il reste encore beaucoup à faire, parce que nous ne sommes pas dans un système fédéral. Nous sommes dans un système qui est atypique, qui est le fruit de l'histoire, et il faut tenir compte de cela pour faire avancer les choses. Le seul organe que nous avons à vocation fédérale, c'est ce futur parquet européen, et j'attends beaucoup, pour ma part, comme les praticiens qui sont ici, de voir la façon dont il va fonctionner. Il permettra en tout cas de traverser les frontières sans difficulté, puisque le procureur européen aura une compétence non plus nationale, mais une compétence européenne, pour diligenter des enquêtes en matière d'atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Ça pourra aller beaucoup plus vite, mais voilà un premier exemple d'instrument qu'il faudra regarder de très près, parce qu'un certain nombre d'États membres envisagent de l'étendre au terrorisme, notamment, et peut-être même à la cybercriminalité. Et voilà un pas qui peut être décisif, mais il faut que ce parquet européen réussisse et il faut qu'il fasse ça. Alors, il y a plusieurs contributions là, qui montrent à quel point il y a une véritable volonté d'une Europe plus juste.
Alors, ici par exemple, est-ce que la justice européenne a de réels pouvoirs par rapport au GAFA et par exemple au niveau de l'enquête liée au piratage de Facebook? Pourquoi verbaliser seulement les acheteurs de contrefaçon et pas seulement ou surtout les créateurs de contrefaçon? Par rapport à cette finalité, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais bien répondre sur la partie contrefaçon, parce que moi j'étais ancien enquêteur douanier. Effectivement, on s'est dit, la douane s'est dit énormément de marchandises contrefaites, c'était sur le territoire national. Vous n'imaginez pas que l'objectif de toute douane, c'est de pouvoir remonter jusqu'à la tête du réseau. Mais la tête de réseau, en général, elle n'est pas en Europe, elle est située en Asie. Voilà. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la coopération avec ces pays-là est extrêmement difficile. Et c'est parfois extrêmement délicat de mener des investigations sur les territoires situés à l'étranger. Donc là-dessus, c'est vraiment l'objectif de tout service de police de manière générale, c'est toujours de démanteler les réseaux, de remonter vers les structures de tête, mais évidemment, à partir où vous avez une frontière à franchir, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Je voulais juste également remercier Paul pour son témoignage très émouvant et très courageux, parce que son témoignage est bien la preuve que le crime financier, ça peut tuer. Il citait le cas des juges Falcone et Borsellino. Il y a énormément de morts qui étaient en Italie, le général de la Chiesa, etc. Et tout ça pour vous dire quoi? Que, en fait, dans l'Union européenne, Malte c'est l'Union européenne, en fait, il y a des organisations criminelles. Et il y a ce qu'on appelle, nous, on appelle ça le syndrome de Tchernobyl, c'est-à-dire qu'on s'imagine en France, par exemple, que la criminalité organisée, elle s'est arrêtée à la frontière française, voilà, comme si on avait dressé une ligne à la verticale. Et en fait, Europol, vous savez combien Europol estime qu'il y a d'organisations criminelles transnationales situées sur les territoires de l'Union européenne? Il y en a 5000, voilà, 5000 qui sont actifs sur les territoires. Il y en avait 2 ans en arrière, 3500, on est à 5000 sur ces 5000 organisations criminelles, c'est-à-dire c'est selon la définition de Palerme ou même de l'Union européenne, plus de 3 personnes qui travaillent de manière structurée et permanente. Eh bien, on a à peu près 70% de ces organisations qui sont transnationales, c'est-à-dire qu'elles interviennent dans 3 États de l'Union européenne. Et donc, le premier problème, c'est véritablement la coopération au sein de l'Union européenne. Quant à la question précédente, je reviens un petit peu plus sur l'harmonisation des législations. C'est extrêmement compliqué. Moi, je suis très attaché au droit pénal et à la procédure pénale française. Je pense que la Belge est un peu identique. Pourquoi? Parce que un juge d'instruction français, il peut mener des investigations de manière relativement libre. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes sur une enquête avec un juge d'instruction et que vous pensez que dans une maison, dans une adresse particulière, vous avez le réseau qui continue son trafic, eh bien, vous pouvez aller faire une perquisition entre 6h et 21h au ticket de la France. Lorsque vous adressez la même demande de perquisition, lorsque le juge ou le procureur français adresse la même demande de perquisition dans certains pays de l'Union européenne, eh bien, il va falloir qu'il prouve dans sa commission rogatoire internationale ou dans sa décision d'enquête européenne ce qu'il va devoir trouver avant même d'avoir pénétré les locaux. Donc, imaginez le cheminement intellectuel, c'est extrêmement compliqué. Et donc, harmoniser la législation, oui, mais dans quel sens quoi? Parce que si c'est dans un sens, entre guillemets, du Commonwealth, enfin du droit anglo-saxon, c'est pas forcément favorable à l'enquête, à mon avis. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Alors il faut s'entendre, c'est quoi la justice européenne? D'abord, elle existe parce que vous avez des institutions européennes qui peuvent taxer d'amende des sociétés qui éventuellement ont contrevu au traité. Alors ce sont des amendes terribles, ce sont même des amendes les plus fortes qu'on puisse connaître en termes financiers. Mais sinon, la justice européenne n'existe pas, elle est à créer. Le procureur européen est une étape dans l'avenir, qui sera une étape dans l'enquête, mais quand l'enquête sera menée, on va toujours revenir à la gestion nationale des résultats de ces enquêtes. Et croyez-moi bien, par exemple, en Belgique, et je sais qu'en France, ce n'est pas facile non plus,
Les tribunaux sont engorgés et le délai de traitement de ces dossiers représente finalement des choses totalement désespérées. Et puis il y a le problème de l'Europe. Le problème de l'Europe, si vous voulez créer une Europe à cet égard plus ou moins percutante dans la lutte contre ce phénomène, je dois vous dire que pour ma part, j'étais profondément déçu en ayant travaillé à la commission Panama Papers européenne, dans la mesure où nous avions toute une série de préconisations, de mesures touchant notamment à l'attaque de ce que nous appelons les facilitateurs, donc c'est-à-dire les personnes sans qui on ne peut pas blanchir l'argent. Eh bien, les partis populistes européens, parce que c'est 28 pays, bientôt 27, et ça n'était pas une mauvaise nouvelle, c'est une cacophonie. Les partis populistes ont véritablement fait une pression pour enlever un certain nombre de mesures touchant à leurs intérêts personnels. De la même manière, n'oubliez pas que l'Europe, c'est toujours l'Europe des lobbies. Parmi les lobbies, vous avez des lobbies de pression, de menaces. Donc les choses ne sont pas si simples. Le parquet européen aurait dû être un parquet qui s'attaque à toutes les criminalités qui touchent à la sécurité de l'Europe. Par un manque d'unanimité au sein de celle-ci, on a limité la compétence du parquet européen à la criminalité financière. Alors, une question à propos de la corruption dans le sport. Quelles sont les possibilités d'investigation dans les institutions et organisations comme la FIFA? Quelle est l'influence de ces organisations sur les politiques de l'Union européenne et dans le monde? Comment pénétrer cette forteresse? Oui, la Belgique, vous l'avez entendu, a connu une quinzaine de jours un maelstrom. On a donc osé s'attaquer à une des institutions belges, c'est-à-dire le football. Avec surprise, on a donc découvert que c'était un milieu peut-être pourri. Arrêtons de rire. En 2009, l'organisation non gouvernementale Transparency International avait fait une étude extrêmement précise, notamment sur le football, pour dire que c'était évidemment le réceptacle de toutes les facilités en matière de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et de corruption. De par la fragilité des joueurs, de par leur jeune âge, de par l'appât du gain, et de par évidemment les fonds immenses qui transitent dans les différents clubs. Il y a eu le grand scandale de la FIFA avec Platini, et aujourd'hui on se rend compte que les clubs sont sous la coupe des grands agents de joueurs. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Utilisons les armes dont nous disposons, ça marche. Bien sûr, ça marche. Et les clubs vont connaître, en tout cas dans notre pays, de graves problèmes, c'est pas fini. Maintenant, il est évident que le problème, il est international également. Il faudra, je pense, un petit peu de temps, parce qu'on parviendra un jour à assainir le milieu du sport. Mais, encore une fois, je me dois de sourire. Nous savons tous que la Russie et le Qatar ont corrompu les instances internationales pour recevoir les Jeux. Est-ce qu'il ne faudrait pas pousser les États à faire renoncer à la participation des athlètes dans le cadre de ces Jeux? Est-ce que ce ne serait pas ça la rétorsion à faire par rapport à la corruption internationale?